Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne, cette fois-ci encore on parler de manga et cette fois-ci c'est la dernière vidéo de l'année. Pour cette vidéo là j'ai voulu faire les choses en grand. En réalité j'ai cette idée qui m'a émergé dans ma tête depuis mi-octobre et depuis mi-octobre je lis tous les jours des mangas. Vous avez le titre, je sais de quoi on va parler, mais on va parler de toutes les sorties manga pour 2026. J'ai fait une liste commasse de plein de mangas que je me suis dit que j'allais lire pour vous, comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire. J'ai lu les nouveautés 2026. Des fois un tome entier, des fois deux tomes entiers, des fois quelques chapitres uniquement parce que j'avais que ça et que j'ai trouvé que ça en ligne. Mais des fois c'est suffisant pour me dire ou juste Donc voilà, ça c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose, parce que ça va être une longue vidéo et je crois que ça va être la plus longue vidéo de ma chaîne, de vous mettre confortablement assise dans votre siège, canapé, ce que vous voulez, ou le lit. Couverture, plaid, ce que vous voulez. Moi je me suis fait un petit matcha pour m'accompagner que j'ai déjà commencé à siroter dans un de mes mugs préférés. Et sur ce, let's start! Le premier manga que je vais vous présenter est annoncé pour début 2026. On ne sait pas quand exactement, mais début 2026. Spring Storm and Monster. Celui-ci c'est un shoujo manga annoncé par Delcourt Tonkam qui comprend 9 tomes pour l'instant et qui est toujours en cours au Japon. Ce manga là il a des airs de Marmalade Boy mixés avec Tonari no Kaibutsu-kun avec comme personnage principal Shinpei des Nos Illusions. Ça c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce manga. J'ai lu les 3 premiers tomes. Et c'était un petit peu ce ressenti-là. Et je vais faire souvent ces petites comparaisons avec d'autres mangas parce que peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Si vous avez si vous voulez faire une idée de à quoi ça ressemble du ton ou du mood du manga, celui-ci c'est Marmalade Boy, Tonari no Kaibutsu-kun, les Nos Illusions. Voici le plot. Ici on a une jeune fille qui s'appelle Lanka et Lanka elle déteste les gens. Elle déteste tout le monde. Pour elle, l'humanité, les humains de manière générale, sont de la pire espèce. Et moins elle est en contact avec eux, mieux elle se porte. Son objectif dans la vie, trouver un emploi à domicile pour pouvoir travailler en remote, pour faire du télétravail, ne pas quitter son appartement et ses jours préférés, parce qu'elle est lycéenne, ses jours préférés sont le week-end ou le soir quand elle rentre chez elle, où elle n'a personne d'autre que sa mère, qu'elle adore, et son petit cochon de compagnie. Oui, parce qu'il y a un petit cochon de compagnie qui est trop mignon. La mère de Lanka, elle, c'est tout l'inverse. Elle est vraiment genre, c'est le genre de personne chaleureuse qui fait confiance à absolument tout le monde totalement naïvement et totalement à l'aveugle. Genre vraiment, elle aime trop les gens. Et Lanka, elle est vraiment en mode, j'aime tellement ma mère, mais alors, elle est si naïve. Elle est si naïve et le monde extérieur fait peur. Tout le monde est à craindre, tout le monde est... Voilà, bref. En tout cas, chez elle, c'est son petit havre de paix, c'est là où elle se sent le plus paisible, c'est là où elle se sent le mieux. Comme je vous dis, avec son petit cochon. Mais cette ère de paix est maintenant révolue parce que sa mère se remarie. Elle se remarie avec un homme qui, ma foi, a l'air très sympa. Mais comme je vous l'ai dit, elle déteste tout le monde. Et cet homme-là a un fils. Un fils que... elle a rencontré un peu plus tôt dans la journée, a tabassé un mec, littéralement le mec a volé devant ses yeux pour s'éclater contre un mur. Et du coup elle est en mode c'est lui mon beau-frère. Et super, trop cool. Vous imaginez une personne qui n'a confiance en personne, qui déteste l'humanité, qui rencontre dans la journée l'une des pires personnes de l'humanité justement, et qui se retrouve à vivre avec elle. Elle a déménagé sa chambre pour aller dans la petite maisonnette du jardin. Elle ne veut pas vivre sous le même toit que lui. Et je comprends totalement. Je vous avoue que quand j'ai commencé le premier chapitre, j'avais un peu peur dans quoi j'allais m'embarquer. Parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal de cette new generation de manga où genre c'est ok les relations toxiques. Et j'avais vraiment l'impression en lisant ce premier chapitre-là qu'on allait se retrouver dans une espèce de romance avec un mec beau gosse mais ultra toxique. Et parce que dès les premières pages, on voit bien que genre quelqu'un casse la gueule à quelqu'un déjà. Un espèce de petit voyou. Genre, honnêtement, je le sentais pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est vraiment genre ce genre de manga où
New Generation, où genre c'est... Et je comprends pas, honnêtement je comprends pas ce délire de normaliser la toxicité, normaliser les comportements juste toxiques, les red flags, et que pendant longtemps c'était vraiment genre ah les bad boys machin et tout, Dark Sasuke, qu'est-ce qu'ils sont sexy machin et tout, c'est ce genre de caractères là qui étaient mis en avant. Mais là en ce moment c'est plus des caractères sur le mental, sur l'emprise morale, mentale, les red flags mais genre vraiment ultra toxiques. Et il y a plein de mangas comme ça. Et j'étais persuadée que là, on allait partir sur une espèce de romance entre belle-sœur, beau-frère, super toxique. Et donc je l'ai lu, peut-être avec beaucoup de mépris au début. Genre vraiment, j'étais en mode, mais sur quel manga je suis tombée encore? Mais en fin de compte, pas du tout, c'est pas ce genre de manga-là. Et franchement, parce que je voulais vraiment pas retomber sur une lecture comme ça. Et pour vous dire, j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai lu les 3 premiers tomes et ils sont plutôt bien, ils sont plutôt sympas. C'est une bonne lecture en soi. Et c'est surtout en fait ce côté du passé du protagoniste voyou qui m'intéresse le plus et qui m'a tenu jusqu'à là. Parce que là, au bout de 3 tomes, déjà, on sait toujours pas. On a des briefs, on a des petites idées de ce qu'il a plus ou moins pu traverser. Mais on ne sait toujours pas tout et c'est vraiment un manga comme j'aime bien sur le processus de guérison de l'âme, l'acceptation d'être aimé, de recevoir de l'amour et d'aimer en retour. C'est ce genre de relation-là, non toxique justement, où on apprend à vivre, à être aimé et à être choyé, tout simplement. C'est ça, et ce qui me tenait vraiment en haleine, c'était vraiment genre ce passé-là de ce garçon-là, de comment il en est arrivé là, pourquoi c'est un voyou qui se fiche de tout. Et puis on n'est pas sur ce genre de manga où genre juste haha il y a un voyou et une jeune fille un peu baka, niaise qui se retrouvent à vivre tout seuls ensemble. Là les parents sont là les parents ont un impact, ils ont un enjeu, il y a vraiment une belle histoire et c'est bien écrit. Ce sont des personnages forts, que ce soit la maman, le papa, les 2 enfants et les gens autour. C'est vraiment un bon manga je pense. Mais moi ce qui me fatigue un petit peu dans tout ça, c'est que c'est un énième school life et j'avoue qu'en ce moment au niveau de lecture je suis plus trop school life slice of life au lycée, genre non, j'ai regardé Tonali no Kaibutsu-kun, j'en ai regardé plein dans le même genre, un que vous aimez beaucoup aussi, que j'ai lu, qui était ok-ish, mais je vous mets une image là parce que j'ai vraiment plus le nom en tête et la vidéo va trop s'éterniser si je commence à partir à gauche et à droite. Mais tout ça, j'en peux plus et c'est pour ça que je pense pas acheter ce manga, honnêtement. Même si l'histoire en vrai est plutôt sympa et comme je vous ai dit, ça pourrait en intéresser plus d'un. Un autre manga pour début 2026 dont on n'a pas la date encore, c'est Let Me Shout My Love For You. C'est 3 tomes terminés au Japon qu'on va voir apparaître aux éditions Soleil. Et pour ce manga-là, je vais vraiment la faire courte parce que le résumé, c'est une fille qui tombe amoureuse, mais genre vraiment c'est le mec idéal, c'est vraiment genre l'homme de mes rêves. Sauf que l'homme de ses rêves est déjà pris par une autre fille. Et c'est juste chiant. Voilà, j'ai lu les 8 premiers chapitres, soit 1 tome et 2 chapitres. Et ça aurait pu avoir du potentiel, ça aurait pu être sympa. Mais le côté mystère de relation, de ce qu'il pense réellement, est-ce que nanana, un tel et un tel. C'est vraiment pas une lecture feel good, c'est une lecture feel sad tout le temps. Et donc j'ai pas envie de lire ça, juste flemme. Voilà, point. Manga suivant. Le 7 juin 2026, je fais juste une petite aparté, une mention honorable parce qu'il y a une réédition qui a été prévue, une réédition qui a fait beaucoup parler sur les réseaux et vous êtes nombreux à l'attendre. Du coup, je voulais juste faire une petite mention honorable parce que moi, en tout cas, je compte l'acheter. C'est un manga écrit par Kamome Shirahara. Si vous reconnaissez ce nom, vous le reconnaissez sûrement grâce à l'Atelier des Sorciers, dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne ces derniers mois. Et c'est le retour d'un grand classique chez Pika qui s'appelle Divine, qui de base avait 3 tomes et là il va avoir une nouvelle édition, une nouvelle réimpression, toute belle, toute bien reficelée, en 2 tomes, en mode édition grimoire de l'Atelier des Sorciers, tout beau, tout joli, franchement ça donne trop envie. Je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est pas une lecture et là je vous présente que les lectures de toutes les nouveautés 2026. Là c'est une réimpression, une réédition, mais je pensais que c'était important de faire une petite parenthèse, mention honorable.
il y a Divine qui se ressort en France. Le lendemain, le 8 janvier, nous attendons le manga qui s'appelle Fake Rebellion. Fake Rebellion chez Manabook en 2 tomes terminés. Dans mes notes pour ce manga-là, j'ai marqué en premier, la première ligne c'est « ressemble à Natsu, entouré de Dark Vador ». C'est littéralement ça, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai pas fait de distinction de qu'est-ce que je pourrais moi aimer par rapport à mes goûts, j'ai pas jugé aux couvertures du tout, j'ai juste pris toutes les annonces de sortie de 2026, peu importe, et j'ai vraiment tout, j'ai laissé une chance à absolument tout. Fake Rebellion aussi. Ce manga-là nous amène dans un monde non totalement post-apocalyptique, un monde où les cyborgs, où les ordinateurs, où les robots ont vaincu sur l'espèce humaine, ont gagné la guerre aux robots humains, et les robots du coup qui dirigent notre monde a classé les humains par ordre, de F à, je sais pas, SS, j'en sais rien. Et F étant le plus bas de l'échelle sociale du coup, et c'est eux qui planifient tout. Chaque jour, dans ta catégorie F, si tu fais partie de l'échelle la plus basse sociale selon les ordinateurs, tu reçois une miche de pain par jour. Voilà, comme à la cantoche, tu fais la queue, on te donne une miche de pain, c'est tout ce que tu auras pour la journée. Voilà. C'est tout. Et c'est ce genre de monde à peau où, genre, déjà les robots ils ressemblent tous à Dark Vador, c'est assez perturbant. Et si tu oses leur dire non ou essayer de te rebeller, cherche pas à comprendre, ils ont pas d'émotion. Dans ta gueule. T'as plus de cervelle et tu vois la cervelle justement gicler à travers tout le manga. Dans le manga, il y a cette idée de avant, dans le temps des humains, il y avait un empereur, machin et tout. Toute la famille impériale a été. Mais il y a une légende urbaine qui dit que un des princes, un des je sais pas quoi de l'empereur a survécu et que c'est lui ou Alléluia qui nous sauvera. Et évidemment, c'est celui qui ressemble à Natsu et il y a tellement de choses qui ne vont pas avec ce manga. Tellement de choses que j'ai pas envie de les citer, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, du coup je vais faire bref et passer à la suivante. Honnêtement, ce manga-là, j'ai tenté le premier chapitre qui était extrêmement long. Déjà, c'était une grosse mise en bouche de l'univers, de cet univers-là. Et je me suis dit, Mikan, ne te fie pas au premier regard, ok, c'est peut-être pas ta cam, le premier chapitre, mais peut-être qu'en lisant un peu plus, tu pourras avoir un avis plus objectif. La première page du deuxième chapitre commence comme ça. Autant vous dire que j'ai rage-cliqué, j'ai cliqué sur la petite croix rouge et j'ai fermé l'onglet. Fini ta pipo. Ça ne peut pas, c'est pas possible. C'est juste, non, c'est réellement juste un cliché. Genre ils ont pris plein de clichés de shonen différents et dedans, en voulant faire quelque chose d'original. Mais non, ils essayent de faire du gore un peu en mode traumatisant, rarara, sans pour autant être ultra gore non plus. Et puis le personnage féminin est tellement problématique, ça ne va pas. Y a rien qui va. Manga suivant, je veux pas me fatiguer là-dessus. Ensuite, un autre manga en 2 tomes prévu pour le 15 janvier 2026 qui s'appelle No Name. Et No Name, c'est un manga qui a 2 particularités. La première, c'est qu'elle est au Jump. Elle est dans le Shonen Jump. Et elle est même dans le Shonen Jump Plus. Donc vous pouvez le lire en ligne, en anglais si vous lisez l'anglais. Lien en description tout le temps. D'ailleurs, tous les autres liens. Je vous mets au moins les liens de, quand c'est pas Shonen Jump, mais de Note Vision pour que vous ayez plus d'informations si vous voulez faire votre propre petite recherche. Vous avez la liste en dessous en description avec absolument tous les mangas que je vous présente aujourd'hui. Donc, Shonen Jump, c'est la première information. Deuxième information, l'auteur est polonais, enfin le scénariste du moins. Le mangaka, celui qui dessine en question, on ne sait pas, identifié, caché. Mais j'aime bien l'idée que ce soit un manga écrit par des gaijin, des étrangers, et qui paraissent au Shonen Jump. C'est un petit, je sais pas, prestige en plus, je sais pas. Donc ça, c'était les premières informations. Comme je vous ai dit, c'est un manga en 2 tomes, terminé, et ça va être compliqué pour moi de vous en faire la description, de pas vous spoiler littéralement. Donc je vais essayer de me limiter au strict nécessaire, mais sachez juste que j'ai lu les 2 tomes entièrement. J'ai commencé à lire, je n'ai pas pu m'arrêter. Certes, vous me connaissez pour tout ce qui est shoujo manga, j'adore les petites romances, machin et tout. Mais de temps en temps, une petite, je vais dire romance, mais de temps en temps, un petit manga policier, un petit manga mystère avec de l'enquête, beaucoup plus sombre, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Est-ce que vous y attendez ça de venant de ma part? J'aime bien.
Et donc là, c'est ce genre de manga. C'est un manga d'enquête, c'est un manga un peu à la NCIS, j'ai envie de dire. Mais TW, déjà, trigger warning pour... c'est un roman policier, pas du tout. C'est un manga policier, donc meurtre évidemment, cadavre évidemment, cadavre en décomposition également, et viol dès le premier chapitre. Donc je préférais prévenir. C'est fait. Dans cet univers-là, qui n'est pas si différent d'une autre, parce que c'est le même monde, tout simplement, la même géographie, on la voit dans le manga, le même monde, à la différence près que nos noms ne sont pas choisis par nos parents, ce ne sont pas des noms d'amour. C'est un monde régi par les noms, c'est l'État qui choisit nos noms. On n'a pas un autre mot à dire et c'est comme ça. Par exemple, admettons je m'appelle Sarah et l'État décide à ma naissance que je m'appellerai Sarah la louve. Et en grandissant, je finirai par avoir des attributs liés au loup. J'aurai un tempérament peut-être solitaire comme le loup, peut-être de meute comme le loup, mais ça sera un impact sur ma vie et sur ma personne. Et c'est pas nous qui choisissons, encore une fois, c'est un monde à part où les noms ont une importance, où nos noms affectent notre destinée, affectent nos relations avec les autres personnes. Voilà. Et dans cet univers, il y a une brigade policière, une brigade des noms qui intervient sur tout plein de thématiques différentes liées au nom, liées au nom tout simplement. Une espèce de NCIS des noms et du coup enquête sur des meurtres également. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de trop vous en dire ensuite. Mais sachez juste que j'ai beaucoup aimé. Le 21 janvier sort le manga Kingdom of Quartz. C'est un manga en 5 tomes terminé. J'ai lu le premier chapitre uniquement et je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de l'acheter. Très franchement, j'ai envie de l'acheter. C'est un manga qui fait beaucoup penser à l'Atelier des sorciers. Il est vraiment, mais waouh, le premier chapitre m'a vraiment bluffé. Donc, j'ai fait juste le premier chapitre et le reste, je découvrirai en manga physique avec vous. Je ferai un bilan en lecture, tout ça. Mais 5 tomes terminés, j'ai vraiment, mais vraiment été bluffée. Et j'ai cru que c'était de la même auteure que l'Atelier des sorciers, justement, mais alors pas du tout. Mais incroyable, je vous le jure, je vous le dis, il est incroyable. Quand je fais mes recherches sur les mangas, je tombe souvent sur des notes de maison d'édition, des notes d'auteur, et des fois je les trouve beaucoup plus pertinentes de tout ce que je pourrais dire, et même plus pertinentes des fois que le résumé. Et pour celle de Kingdom of Quartz, laissez-moi vous lire ce petit résumé. Je ne ferai pas à chaque fois, mais là, particulièrement pour celle-ci, ça le vend beaucoup plus mieux que moi ce que j'avais écrit dans mes notes. Donc voici. Une série envoûtante à la croisée de la dark fantasy et de l'Atelier des sorciers. Je vous l'avais dit. Dans les premières pages, Kingdom of Quartz fascine par son univers et le trait de l'artiste. Un royaume au-dessus duquel flotte une citadelle géante, des habitants nés avec des ailes et une symbolique religieuse omniprésente. Deux camps s'opposent. Les célestes aux ailes blanches et les démons. Les anges, ces guerriers entraînés depuis leur plus jeune âge, sont les ultimes remparts du royaume de Quartz contre ces derniers. Au cœur de ce monde Blue, une orpheline considérée comme maudite à cause de ses ailes noires, rêve pourtant de devenir un ange. Son parcours empreint de mystère et de poésie est une ode à la résilience et à la lumière qui peut naître dans l'ombre. Un récit entre planches contemplatives et affrontements sanglants porté par le très somptueux de Bomhat, mangaka canadienne issue d'une nouvelle génération d'artistes. Son univers riche et ambitieux puise dans mille inspirations et transcende les frontières. Sans jamais forcer le trait, cette œuvre met par ailleurs en avant une belle inclusivité, avec des personnages variés et représentatifs. Chaque détail, chaque interaction témoigne de la maîtrise et de la confiance de l'autrice dans sa vision artistique. Tel un Puella Magi Madoka Magica, la série propose une expérience unique à la fois sombre et lumineuse, où l'émotion et la beauté se mêlent à la tragédie. Mic drop. Vraiment, vraiment, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, le premier chapitre, il me l'a vendu. J'étais déjà en mode, c'est bon, j'achète. C'est bon, j'achète. Donc c'est 5 tomes terminés que je vais acheter. Et là, avec celle-ci, ça me fait 2 œuvres sur les thèmes des anges et des démons à acheter. Le 22 janvier arrive une bonne lecture qui s'appelle Par-delà les neiges éternelles. Terminé en 4 tomes au Japon, on va le voir arriver aux éditions Delcourt Tonkam. Comme vous le savez sûrement, je juge beaucoup aux couvertures et là, celle-ci me tentait beaucoup. On suit l'histoire de Muku. Muku, une jeune fille de 21 ans qui, son entreprise a fait faillite, et du coup elle se retrouve jobless, au chômage technique, et elle essuie plein de refus, de plein de boîtes, elle n'arrive pas à trouver travail.
Et elle a une situation familiale un peu particulière dans le sens où elle vit sous le même toit que sa mère, sa grand-mère, sa sœur et son grand-père qui est inapte. Il est inapte, il est dépendant d'absolument tout le monde. Il n'arrive plus, il ne peut plus, il est malade. Il peut plus manger tout seul, il peut plus s'essuyer les fesses après la toilette. Il est devenu totalement dépendant. Et le père, lui, est décédé quand elle était jeune enfant. Dans tout ça, Muku, elle a tiré un trait sur ses rêves, sur ses désirs, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et surtout pour payer les frais de scolarité de sa jeune sœur qui, elle, est au lycée. Et sa famille, elle l'aime. Elle aime sa famille plus que tout. Elle est toujours aux petits soins avec elle. Vraiment, elle fait tout son possible. Chercher un travail, avoir de l'argent, subvenir aux besoins de la famille, aider avec le grand-père, aider avec les courses, aider avec la petite sœur. Tout, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle adore sa famille. Mais ça l'étouffe. La famille, bien qu'elle l'aime plus que tout, elle se sent oppressée, elle se sent étouffée. Et plus le temps passe, et plus elle a ce sentiment où, prise à la gorge, elle n'arrive plus à respirer. Parce qu'en plus d'avoir cette situation familiale qui est assez délicate, bah, sa grand-mère et sa mère n'aident pas mentalement parlant. Les deux, elles sont en mode avec leurs pensées arriérées où il faut absolument devoir compter sur un mec. Elles n'ont pas d'autre choix que le père de famille et l'homme de la maison. Et là, dans la famille, il n'y a plus l'homme de la maison. Et du coup, la grand-mère, quand elle a su pour le boulot de sa petite fille, elle était en mode ah, il y a pas les... Ah, évidemment que comme on n'a pas d'homme dans la famille, c'est compliqué, machin et tout, on va jamais s'en sortir. Alors que Muku, elle se casse le cul pour essayer de survivre, pour essayer de faire tourner cette famille, de faire vivre cette famille, et d'être rabaissée à sa condition de femme, parce que ah là là, il n'y a pas d'homme dans la famille, bah, ça la fout mal et ça rajoute une couche sur ce sentiment d'étouffement au cœur de cette famille. Et elle n'en peut plus jusqu'au jour où un ami d'enfance, un ami du temps où son père était vivant encore, réapparaît dans sa vie. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire que ce mec va venir solver les problèmes de tout le monde. Il est pas là pour ça, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, cette rencontre inopinée va bousculer énormément de choses et je vous en dis pas plus. Moi, je m'en suis arrêtée là. Je m'en suis arrêtée un chouïa après, mais j'ai pas envie de spoiler les choses. Toujours étant que ça, en 4 tomes terminés, ça va finir là. En plus, ça sort en fin janvier, ça va être pile poil genre pour l'hiver. On est dans un manga qui se passe dans une région montagneuse, froide, où il y a beaucoup de neige. Donc là, en plus, on arrive dans le manga, c'est hiver. Et donc là, il y a de la neige partout, donc c'est vraiment genre janvier, hiver, manga, par-delà les neiges éternelles. Tout concorde avec l'hiver. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. En tout cas, les éditions Tonkam, vous avez bien géré ça. Moi, en tout cas, c'est sur ma liste. C'est un achat prévu pour janvier. Voilà, tout simplement. Le 29 janvier 2026, je vais présenter maintenant un manga qui est bien sombre. Et le titre en parle pour lui-même. Rosalie, princesse des morts. Aux éditions Comic, 2 tomes toujours en cours au Japon. Nous suivons donc l'histoire de, vous vous en doutez, Rosalie. Rosalie qui a été abandonnée par sa mère à ses 5 ans. Voilà. Et pourquoi elle a mérité ça? Parce qu'elle parle aux morts. Elle parle aux morts, elle peut les voir, je suis pas sûre. Mais en tout cas, dialoguer avec eux, elle peut. Et souvent, elle est là, dans le cimetière, à discuter avec des tombes, tout simplement. À leur tenir compagnie, à leur faire des discussions. Quand il y a des funérailles, elle tient compagnie aux âmes des jeunes défunts, du coup, pour les rassurer. Voilà. Souvent, ça lui est arrivé vous savez, les tombes d'inconnus, mais de trouver à qui elle appartenait cette tombe, parce qu'elle discute avec la personne, et du coup, t'es machin, ok, ça marche. Ça serait pratique dans ce pouvoir-là pour découvrir qui est le soldat sans nom alors que des triomphes. Mais le problème du coup, c'est que le pouvoir de Rosalie, ça burk pas mal de gens. Honnêtement, tout le monde la traite pas de sorcière, mais c'est pas loin. Rosalie se fait recueillir par Béatrice. Béatrice est une chercheuse qui fait des recherches sur le temps oublié. Je vous ai dit qu'elle s'appelait Béatrice, pas Robin. Et Béatrice, ce qu'elle fait, c'est que du coup, elle va chercher des squelettes loin sous terre, à l'époque où il y a cette année disparue, et elle demande à Rosalie de discuter avec les morts.
jusqu'au jour où elle tombe sur un mort qui était autrefois un nécromancien. Et à partir de là, tout va chambouler. Et ça va être un petit peu plus dark. Déjà que ça l'était déjà pas mal. Et pour comparer avec des mangas, je trouve que ça va devenir, parce que je me suis arrêtée juste avant que ça le devienne, un espèce de Frieren couplé à un ancien Magus Bride, si ça fait sens. Enfin, je vous laisserai le lire, vous me direz si j'avais raison ou pas. J'ai lu les 3 premiers chapitres et au bout du 3e chapitre, c'est justement là où il y a une mention de long voyage. Je vous en dis pas plus, mais c'est pour ça que je fais référence à Frieren. Il y a vraiment aussi ce côté un peu maître-disciple qui fait penser à Magus Ancient Bride. Mais comme dit, c'est pas ma tasse de thé, ça va me paraître être une série très longue, sauf s'ils font plein de raccourcis. Dans ce cas, ça serait très nul. Je sais pas, mais moi je passe. Je passe mon tour. Et c'est avec ce manga qu'on finit le mois de janvier et qu'on commence le mois de février. Mois de février qu'on va commencer avec un manga de Noé Graph. Noé Graph qui, courant de l'année 2025, ont eu leur grand retour. Ils ont eu le grand retour pour la Japan Expo, ça remonte déjà à 6 mois. Et quand ils ont fait leur grand retour, ils ont annoncé sur Instagram plein de nouveautés. Ils ont voulu faire les choses en grand, en mode on est absent. Du coup, voici toutes les nouveautés qui arriveront fin 2025, donc les 6 mois qui ont suivi, et 2026. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette liste-là qui est encore épinglée sur leur Instagram, dans les stories épinglées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir cette liste de mangas, je suis allée voir ce qu'ils ont annoncé, des nouveautés, mais également chaque tome de chaque série qui sont en continu chez eux. Donc, c'est vraiment des longues listes. Et en soi, sur toute l'année, malgré tous les titres d'annoncés, il n'y a que 6 nouveautés. J'ai fait le tour des 6 nouveautés et honnêtement, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse vraiment. Et c'est pour la seule maison d'édition que je fais ça, honnêtement. Je voulais au moins avoir une œuvre à vous présenter de Noé Graph. Je sais que je vous ai dit que j'allais lire absolument toutes les œuvres de tout le monde, toutes les annonces. Mais pour le coup, Noé Graph, il n'y en a vraiment qu'une seule qui m'intéresse. Et les autres, c'est soit des ecchi, bof, soit des boy love. Rien contre ça, mais c'est vraiment pas mon genre de prédilection en termes de manga. Pareil en matière de Yuri, dont un où la fille veut se faire sa belle-sœur. Je dis ça crûment, mais le titre c'est quand même Crush on My Sister, Love Crush, non, Secret Crush on My Sister. Ça veut tout dire, et franchement ça me donne absolument pas du tout envie, sachant que belle-sœur, du coup elle est avec son frère. Bref, tout ça nous amène à Anju, c'est le seul potable selon moi que j'ai lu et que je vais vous présenter. Anju, c'est donc 3 tomes terminés et on suit les aventures de Kozue et sa colocataire, sa senpai Ayaka. Et c'est vraiment une petite aventure chill, dans une colocation chill, où il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe. On les voit débattre à acheter un chat ou non, on les voit débattre à acheter un four ou non. Vraiment ce genre de petites choses. Chill, posé, ça peut être intéressant. J'ai pu lire très peu de choses et ces très peu de choses, c'est exactement ce qui est marqué dans les résumés à chaque fois. Du coup, je suis pas plus avancée, très honnêtement, mais pourquoi pas. Après, est-ce que ça va finir dans ma mangatech? Je sais pas, à voir. Nous avons une comédie romantique ultra drôle et sympa pour le 4 février avec un poil de fantaisie. Je vous présente Share House Nile à la japonaise. Je pense que je prononcerai à la japonaise juste pour être sûre. Nile. Aux éditions Mangetsu, prévues pour le 4 février, 4 tomes terminés. Que donnerait un monde où les grands noms de l'histoire tels que Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc ou Pablo Picasso faisaient une colocation ensemble là dans notre ère moderne au Japon? En tout cas, c'est la question que s'est posée l'auteur de Share House Nile. Et Share House Nile, donc c'est ça, c'est Marie-Antoinette qui se retrouve bien vivante, bien en chair et en os, la même, pas une réincarnation, genre juste la même qui apparaît comme ça au Japon contemporain. Pareil pour Jeanne d'Arc, pareil pour Pablo Picasso, pareil pour, et je là il va me falloir les noms parce que c'est pas des grands noms qu'on connaît chez nous. Il y a Yamato Takeru qui apparemment est un prince et un héros du folklore japonais. Vous savez, ça vous parlera peut-être si vous avez étudié le domaine, le Nihonshiki, le Kuro Nihonshiki. Il y a Yang Yi-fei, une concubine impériale de la dynastie Tang, et un nouveau venu. Et c'est là que commence le manga.
Che Guevara, un révolutionnaire. Un révolutionnaire comme Marie-Antoinette déteste, vu que c'est les révolutionnaires qui l'ont fait couper la tête. Et une chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce manga-là, c'est que Marie-Antoinette se promène du coup à Rome, fait comme les Romains. Elle a plus sa robe, enfin, elle en a encore. Elle ne porte plus ses robes d'époque, mais elle a un t-shirt avec marqué qu'il mange la brioche en français. Et j'ai beaucoup aimé le petit détail, la petite attention à détail à l'histoire française, et c'est... Moi je trouve ça marrant du coup. Et l'histoire globalement est vachement marrante parce qu'il y a Marie-Antoinette qui est en mode je me retrouve là, j'étais la reine et je me retrouve parmi les gueux et à faire des courses à la supérette, au combini, vous vous rendez compte, et à devoir trouver un travail et quand même à espérer trouver l'amour. Donc on est un peu sur une espèce de romance, mais il y a Che Guevara qui arrive et... Oh non, révolutionnaire. Bref, incroyable ce manga. Personnellement, je compte l'acheter. Il sera dans ma Mangatech. Je le lirai, c'est sûr. Donc, ça a l'air d'être une pépite. Ça a l'air vraiment d'être une pépite. Et du peu que j'en ai lu jusqu'à présent, très drôle. Franchement, très drôle. Et j'aime beaucoup les petits clins d'œil. Le lendemain, le 5 février, nous avons un manga sur le développement des jeux vidéo. J'ai nommé Developers, bienvenue dans le marécage de la création. J'ai lu 4 chapitres sur 4 tomes terminés au Japon et c'est une histoire qui, ma foi, est très intéressante. Nous suivons l'histoire de Ito Yamamoto qui, lui, est codeur. Il fait du code du matin au soir dans une entreprise de jeux vidéo. Et le code, il adore ça. Pour lui, c'est comme une partition de musique. C'est vraiment... Il crée de la musique, il crée quelque chose de ses mains. Mais ce qui l'embête dans cette entreprise, c'est qu'en fait, il se rend vite compte qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination, il n'y a pas beaucoup de libre arbitre, il doit faire ça comme on le dit, point barre. Jusqu'au jour où il rencontre Haruka dans un salon du jeu vidéo indépendant et il se retrouve à faire du code avec elle par quelques circonstances. Et voilà, ça signe une nouvelle amitié, ça signe une nouvelle aventure basée sur les jeux indés et sur la créativité et sur le code. C'est un manga intéressant, un slice of life basé sur le monde du travail, sur le monde du jeu vidéo, sur le monde du jeu vidéo indé. Et si vous avez aimé des mangas tels que New Game ou Shirobako ou encore Hokago Saikoro Club, c'est ça, Hokago Saikoro Club, je pense que si vous avez aimé ces mangas, vous allez aimer celui-ci également. Pour ma part, je pense que c'est vraiment un manga que je pourrais vraiment aimer, mais c'est le genre de contenu que je préfère regarder en animé. Notamment les mangas que je vous ai cités, je les ai préférés en animé qu'en manga. Donc s'il sort en animé un jour, je serais ravie de le découvrir. Mais peut-être pas en manga. Le 11 février, Goze Hotaru. Goze Hotaru, quand j'ai fait mes petites notes pour mes recherches, parce que je vous ai dit, ça fait un moment que je travaille dessus, j'avais marqué Crunchyroll. Et vous savez, vous avez vu les news que Crunchyroll disparaît pour laisser place à nouveau à Kaze. Et Kaze, du coup, Crunchyroll, du coup, Goze Hotaru. J'espère qu'ils changeront pas le planning de sortie par rapport à celui-là, en tout cas. Mais il sera plus sous le nom de Crunchyroll, mais il sera sous le nom de Kaze quand il sortira techniquement parlant. Parce que Kaze reprend, HarperCollins, je ne trouve pas, HarperCollins reprend tout, remet Kaze comme nom. Et ils ont annoncé que toutes les nouvelles séries seront sur le nom de Kaze et que les anciennes ou en cours resteront sur le nom de Crunchyroll pour pas que ça fasse trop de déséquilibre. Donc c'est pour ça que je pense que ce sera le nom de Kaze et pas de Crunchyroll, mais ça c'est une grosse parenthèse qui aurait pu être évitée. L'histoire nous amène dans un Japon féodal où il y a cette petite fille qui s'appelle Hotaru. Hotaru, elle vit avec son grand-père et ses cousins parce que sa mère est décédée quand elle était nourrisson, bébé. Et suite à quoi son père, lui, s'est volatilisé. Il a pris les poudres d'escampette, il est parti. Mais Hotaru, elle, ça lui allait. Elle vivait une vie paisible avec ses cousins, ses cousines, le reste de sa famille et son grand-père qu'elle aime plus que tout. Mais ces jours paisibles vont être mis à mal le jour où ils se rendent compte qu'elle perd petit à petit la vue. Elle devient totalement aveugle et là c'est le coup dur pour Hotaru qui ne veut plus sortir de sa chambre. Déjà que de base c'était plutôt
très timide, très introverti, qui n'aimait pas sortir, aller voir des nouvelles personnes avec son cousin, là c'était finito pipo, elle n'a plus jamais remis le nez dehors. C'était impossible. C'était la déprime, c'était vraiment pour elle la fin du monde. Jusqu'au jour où elle entendit au loin des voix qui chantent. C'était les gozé. Et encore une fois, je prononce le mot à la japonaise parce que je suis vraiment pas sûre de la prononciation, donc gozé. Et les gozé, c'est une troupe itinérante de de femmes aveugles, et c'est une troupe de musique, des musiciens qui viennent entertainer et de village en village, et elles vivent comme ça. Elles se nourrissent comme ça, elles se font abriter par les gens, elles se font nourrir par les gens, elles gagnent un peu de pièces comme ça en chantant, en faisant du spectacle, et elles sont itinérantes comme ça. Et à partir de là, Hotaru, elle voit une nouvelle raison de vivre. Elle sort enfin de sa chambre. C'est son grand-père qui dit « Je tente le tout pour le tout, ça va lui faire du bien de sortir de sa chambre, d'aller voir un spectacle. » Enfin, voir, du coup, on s'entend. Ah, le vilain jeu de mots. Qui va l'amener du coup au spectacle, qui entend, qui est fascinée et qui ressent, elle ne les voit pas, mais elle ressent plein d'étoiles, plein de petites étincelles. Elle est vraiment en mode waouh. Et quand elle apprend qu'en plus c'est des femmes qui voyagent, qui sont aveugles, impressionnant. Et donc je vous ai dit, c'est sa nouvelle raison de vivre, et elle va tout faire pour devenir l'une des leurs, mais pour l'instant elle n'a que 7 ans. Sachez que celui-là, il est tellement beau, l'histoire elle est tellement waouh. Alors ok, on parle d'une histoire qui est pas cool, c'est une jeune fille qui devient aveugle, mais c'est une belle histoire. Je vous jure, là dans la Mangatech, je vais l'acheter. Laissez-moi juste retrouver mes notes pour vous dire exactement combien de tomes il y a. C'est ça, c'est une série courte, en 3 tomes, terminée au Japon. Et il y a autre chose en plus de ce côté beauté de la narration, beauté de l'histoire, beauté des traits aussi, parce que c'est très joli. C'est ce côté aussi historique du Japon féodal, que j'aime bien lire des œuvres un peu historiques, un peu du passé, genre de choses que j'aime bien. Mais là, il y a un petit côté mystère, dans le sens où, déjà la première page, ça nous met dans le bain avec une dose de mystère. C'est 30 poissons dans la gueule, dose de mystère, mais qui tend un peu plus à la curiosité. Donc déjà, c'était une belle histoire de base, et on la tire un tout petit peu plus, pas trop, mais juste suffisamment pour nous tiquer notre curiosité, tiquer notre attention. Et oui, j'ai envie de savoir ce qui va se passer au bout des 3 tomes. Même si, même sans ça, encore une fois, c'était une bonne histoire. Enfin, c'est une bonne histoire. Le prochain manga, le 27 février, Blades of the Guardians. Celle-ci, je vais la faire vraiment courte parce que c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Mais moi non, et honnêtement, j'ai pas fait long feu. J'ai lu quelques chapitres, mais c'est genre juste dark, sombre, sanglant pour rien, c'est du brut. C'est une série en cours qui se compte en chapitres et non en tomes, parce que c'est une série en ligne, et la France du coup seront les premiers à l'avoir en physique, j'imagine. Et il y a 110 chapitres en cours. On suit les aventures d'un chasseur de primes, d'un chasseur de têtes, sous les dynasties Qing et Tang. Je parle pas chinois, japonais j'aurais peut-être pu, mais chinois non. Et c'est globalement ça, le plot, c'est juste un grand mec barbare, baraqué, qui a 1 milliard d'épées sur lui, qui se trimballe avec un mioche, son fils visiblement. Et il est juste là à découper des membres, à découper des têtes, et à chercher des gens, et à chercher des primes. Ça m'a fait beaucoup penser à Vagabond que je n'ai pas lu, mais visuellement parlant de quelques extraits que j'ai pu voir, ça m'a fait beaucoup penser à Vagabond, mais en moins réussi. Parce que même les quelques images, on tape Vagabond manga sur Google Images, les quelques images que j'ai pu voir de Vagabond sont déjà 1000 fois belles, 1000 fois plus jolies, réussies que ça. Parce que Vagabond, autant il y a le détail du paysage, il y a des beaux paysages, autant là, pas spécialement, c'est plus les hommes qui se font découper qui, j'ai l'impression, est plus marquant dans l'histoire. Mais comme je vous ai dit, je veux la faire courte, voilà le plot, ça m'a pas plu. Ça plaira peut-être plus à un genre masculin qui aime Vagabond. Je sais pas si vous l'avez lu en ligne, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est... Non.
L'hiver est terminé, on passe au printemps 2026. Printemps 2026, et la première œuvre qu'on va voir ensemble elle s'appelle Smother Me, aux éditions Glénat. C'est l'histoire d'un jeune de 13 ans, donc très jeune, qui est assassin et qui tue des gens. Série en 2 tomes terminée. Next. La série suivante s'appelle 4 filles, une coloc. Et 4 filles, une coloc, par contre, ça a l'air tout doux. De ce que j'ai pu lire pour l'instant, c'est tout doux. J'aime beaucoup, et en tout cas, ça c'est un manga que je veux acheter. Donc printemps 2026 aux éditions Delcourt Tonkam, encore une fois. 3 tomes terminés. Encore une fois, une histoire de colocation qui en apparence a l'air toute mimi. Je dis bien en apparence parce que c'est un manga criant de vérité, et de vérité qui concerne notamment la société japonaise. Société japonaise où, passé tes 30 ans, une femme est ce qu'on appelle un leftover cake. Littéralement les miettes du gâteau, les restes du gâteau. Super. Et on est dans cette société-là où il y a 4 filles qui vivent ensemble. Il y en a une qui est accro au travail, qui, elle, son but dans la vie, c'est de gravir tous les échelons de sa boîte et de devenir la big boss. C'est une mordue de travail. Il y en a une autre qui vivait sa vie paisiblement, elle était bien, jusqu'au jour où elle se rend compte que toutes ses amies et ses collègues autour d'elle finissent par soit arrêter de travailler parce qu'elles se marient, soit ont des enfants, soit ont leur 2e enfant. Et elle commence à poser des questions de est-ce que ce serait pas temps pour moi de chercher un compagnon de vie. Et on a une autre qui, elle, a un petit ami et qui, elle, aime la romance et qui aimerait vivre d'amour et d'eau fraîche, mais pour qui ce n'est pas tout rose non plus. Et on a une autre qui est la 4e, la musicienne. C'est la musicienne qui travaille au domicile. Pour l'instant, on n'en sait pas plus et j'ai lu que 3 chapitres pour l'instant. Le 5 mars 2026, je vous présente Lai Lai Lai. Lai Lai Lai. Aux éditions Kiun, et là on a un manga qui a du potentiel, et laissez-moi planter le décor. Nous sommes sur Terre qui 50 ans auparavant a essuyé une victoire, parce que on s'en sort pas complètement vainqueur de cette histoire, mais une victoire contre les extraterrestres. Il y a eu une grande guerre, il y a 50 ans, humains contre extraterrestres. On a gagné, mais d'une part c'est pas grâce à l'armée, parce que c'est grâce à des sociétés indépendantes de défense qu'on a survécu et qu'on a gagné, ce qui fait que maintenant, changement qui a été opéré, on ne compte plus sur l'État, mais on compte sur ces entreprises indépendantes, mais surtout parce que la faune et la flore pas drastiquement, mais elle a évolué, elle a un peu changé suite à cette guerre-là contre les extraterrestres, parce qu'il y a des êtres extraterrestres, parce qu'il y a des nuisibles extraterrestres et de la vermine extraterrestre qui ont persisté, qui sont là toujours sur Terre, et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Des nuisibles, tout simplement, de la vermine, tout simplement. La même chose avec les cafards, mais là, sauf que là c'est extraterrestre. Suite à cette guerre, il y a des entreprises de nettoyage pour ça. Et dans ces entreprises de nettoyage là, on retrouve notre héroïne qui s'appelle Sumire. Sumire qui a 18 ans, et Sumire qui ne peut pas vivre une vie comme tout le monde. Je dis 18 ans. Au Japon, rappelez-vous, la majorité c'est 20 ans, donc elle est encore mineure au moment des fêtes. Et comment dire, son père est accro au jeu, est accro à la bourse et au placement d'argent. Et disons que son père s'est endetté jusqu'au cou, et encore jusqu'au cou c'est gentil. C'est plus endetté genre au plafond en fait. Problématique, et c'est le père après s'être endetté, mais comme un, j'allais dire trou du cul, mais on va rester poli, a pris les poudres d'escampette lui aussi. Il a fait je me casse, en laissant un petit mot derrière lui, ne me recherchez pas, en abandonnant femme, enfant et enfant en bas âge. Voilà. Donc Sumire, elle a abandonné le lycée, tout simplement, elle a trouvé du travail, tout simplement, dans une société de nettoyage de vermine, de nuisibles, parce que c'est plus gentillet que de la vermine, extraterrestre, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, parce que sinon personne ne s'en sortirait. Voilà. Donc son enfance, elle lui dit ciao, elle connaîtra jamais le lycée, elle connaîtra jamais les joies de l'insouciance. Tout ça à cause d'un parent irresponsable. Elle a quitté la campagne pour aller à Tokyo pour être sûre de trouver du travail, et chaque mois elle envoie de l'argent à sa mère. C'était sans compter le jour où elle se fait kidnapper par des extraterrestres. Et elle se retrouve réveillée avec un bras comasse d'extraterrestre, un corps étranger littéralement à la place de son bras. Et
comment dire, ce passage-là, en réalité, c'est la première grande page du manga en mode accroche. Et j'ai littéralement eu l'impression de voir Ramna, un ami, entouré d'extraterrestres, genre comme Dan 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 Dan. Très perturbant. C'est très perturbant et j'étais en mode, oula, sur quoi on va se lancer? Donc ils annoncent ça, enlèvement des extraterrestres, coupure, on plante le décor. C'est comme ça que le manga commence et c'est comme ça que j'étais trop hypée et que en fin de compte, moi qui juge la couverture et avec cette couverture là, c'était franchement en mode, je sais pas dans quoi je m'embarque là, mais je vous jure, c'est très prometteur. Est-ce que je veux le lire? Oui, absolument. Est-ce que je le veux dans ma manga deck? Je ne sais pas. Je vous ai dit, les séries en cours, je m'en méfie un petit peu, j'ai peur de la place que ça va prendre. Si ça peut être des lectures en ligne, est-ce que Kiyun a un service en ligne de lecture, d'achat de manga dématérialisé? Si la réponse est oui, oui, absolument que j'achèterai en démat, mais dans ma manga tech, je suis vraiment pas sûre. Oh là là, le 11 mars, un manga qui a fait crier dans les chaumières, un manga qui a été annoncé avec son light novel en même temps, et ça a fait jaser, dans le bon sens, ça a fait jaser. Et moi qui ne connaissais absolument pas le manga, je me dis, qu'est-ce donc que ça? Pourquoi ça fait autant parler de lui? Qu'est-ce que cette hype là? Donc j'ai lu les premiers chapitres, j'ai lu ce que j'ai pu, et je comprends. Le manga et le light novel en question, c'est Agent of the Four Seasons. On va recommencer. Dans cet univers-là qui parle de saisons, vous l'aurez compris, c'est pas Mère Nature qui gère le tout, les saisons, tout ça, la météo, ce n'est pas elle. Ce sont des vrais humains, comme vous et moi, qui se voient octroyer du pouvoir d'une saison. Donc je vous apprends rien, il y a celui de l'hiver, il y a celui du printemps, il y a celui de l'automne, il y a celui de l'été, mais celui du printemps en particulier. Cette jeune et belle jeune fille a disparu pendant 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, il y a eu été, automne, hiver. Été, automne, hiver, été, automne, hiver. Le printemps pendant 10 ans n'existait pas. Mais la question subsiste. Pourquoi a-t-elle disparu? Où a-t-elle disparu? Que s'est-il passé? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Tout cela, on l'apprend très vite dans le manga. Très vite, le voile est levé sur ce mystère, mais voile levé indique d'autres mystères, indique d'autres choses. Les saisons sont toujours accompagnées par des agents qui sont censés les protéger, vouer leur vie pour leur protection. Mais protection de quoi? Protection de qui? Je vous en dis pas plus, je vous laisse ça comme ça. Mais en tout cas, sachez que moi, je compte l'acheter. J'avais un peu peur. Honnêtement, dès qu'il y a une hype globalement autour d'un manga, j'ai toujours un peu peur. Je suis toujours un peu en mode... me méfie, j'ai de la méfiance. Mais celui-là, il est très beau visuellement. Ça me rappelle énormément ma hype et mariage. Et la beauté qu'il y a pour ses dessins, pour tout. Il y a ce côté rose, il y a ce côté cerisé que j'aime tant. Et dites-vous que je me suis même posé la question si c'était pas la même mangaka qui avait fait My Happy Mariage qui avait fait celui-ci. Tant la ressemblance est frappante. La réponse est non, c'est quelqu'un de totalement différent. Et en plus, dans tout ça, il y aurait quelques romances. Je vous en dis pas plus, mais ça sent la romance et ça a le don de me hooker, de m'attraper comme ça par le col et faire viens voir, viens lire tout ça. Donc pour sûr, celui-là il figurera dans ma manga tech. J'ai très hâte d'en lire plus parce que j'ai lu que le premier tome, 2 tomes, je suis plus sûre. J'ai lu quelques tomes en tout cas pour sûr. Pas trop loin non plus parce que je veux lire. Je veux avoir plus de mystères, je veux avoir plus de romance, je veux avoir plus de révélations. Comme une bonne pépite ne vient jamais seule, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la bonne nouvelle suivante s'appelle La Bête du Roi. La Bête du Roi qui a été annoncée par Kazé qui va sortir le 1er avril 2026. Et là, je vous dis juste petite parenthèse, les annonces de Kazé. Comme c'est une annonce qui est plutôt récente et que ça fait un moment que je bosse sur cette vidéo et que j'ai pas spécialement envie que cette vidéo dure 2 heures, que j'avais pratiquement fini le script quand il y a eu cette annonce. Je vais pas faire tous les mangas des annonces de Kazé, je ferai peut-être une vidéo à part pour toutes les annonces de Kazé. Mais là pour le coup, ça m'a un peu pris au dépourvu, je vous avoue, je m'attendais pas du tout à cette annonce là. Et en plus par derrière ils ont fait une annonce de leur planning 2026.
C'est un petit peu joué à ma défaveur, je vous avoue. Donc il y aura la bête du lion, la bête du roi, que je vais vous présenter dans un instant. Il y en aura une autre, mais pour caser, ça sera tout. Donc la bête du roi, qui est une série terminée au Japon en 18 tomes. Je pense que de toute cette vidéo, c'est la série la plus longue, en tout cas terminée, que j'ai à vous présenter. Et c'est de la même autrice que l'Arcane de l'Aube. Arcane de l'Aube qui, en lisant cette œuvre-là, j'ai lu quelques tomes, en lisant ces quelques tomes-là, ça m'a remis un petit peu dans l'idée, l'éventualité de relire l'Arcane de l'Aube. L'Arcane de l'Aube qui, en plus, va être réédité en même temps que au 1er avril aussi, je crois. Je vous mettrai l'info là, je suis plus sûre de ce que j'avance, mais elle va être rééditée. Donc pour tous ceux qui voulaient avoir la série et pour tous les revendeurs qui essaient de la revendre à des prix faramineux, peut-être que ça prendra un petit peu plus de valeur vu que ce sera l'ancienne édition, j'en sais rien. Et toujours autant que ceux qui voulaient découvrir cette œuvre, vous pourrez à nouveau la redécouvrir. Et vous pouvez découvrir une autre œuvre de cette même mangaka là, le roi de la bête du roi. Comme je vous ai dit, j'avais presque fini mon script à ce moment-là, j'ai lu quelques séries de Kazé et j'ai eu dans ce processus de réalisation de cette vidéo-là une petite pause. Et cette pause est terminée par justement cette œuvre-là. Et je tenais vraiment à préciser cette information-là parce que ça a une importance. J'ai fait une petite pause avant de me remettre et lire les 3-4 dernières œuvres qui me manquaient avant de pouvoir filmer cette vidéo. Et pendant cette petite pause-là, je n'ai fait que penser à ce manga. Après cette lecture des 2-3 premiers tomes, on est lu combien ? 4 premiers tomes. Je faisais que d'y penser et là ça va être long parce que la série sort avec le premier tome le 1er avril s'il n'y a pas de report de sortie et il va falloir que j'attende jusqu'au 5e volume qu'il paraisse pour avoir la suite parce que je vais attendre le physique pour les avoir là à bouquiner, mais ça va être si long. Mais voilà, genre juste parenthèse pour vous dire à quel point je n'ai plus les mots. Bref, c'est une affaire dans une cité impériale. Bref, c'est une affaire de cité impériale où vivent ensemble des hommes bêtes et des humains. Et non, je ne parle pas de ce truc étrange. Et ici, les hommes bêtes sont vraiment au plus bas de l'échelle sociale. Ils sont même pires, plus que bas. En fait, ils ne figurent même pas dans l'échelle sociale, vous voyez. Les hommes bêtes, quand ils naissent femmes, tu es voué à devenir une prostituée. Quand tu es né homme, tu es voué à servir ton empereur, à être un soldat, à être de la boucherie pour ton empereur, à être envoyé au front. Dans les deux cas, tu es un esclave. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas le monopole de ta vie. C'est comme ça. Et dans le lot, il y a toujours un ou deux hommes bêtes qui se voient doués d'un don, donné un don par le tout-puissant, je ne sais pas, magique. Et cet homme bête là qui a un don, qui se voit octroyer un don, sera promu obligatoirement au rang de protecteur du prince ou de l'empereur ou du roi ou de peu importe. Et techniquement concilier l'empereur et ensemble vivre et diriger un monde idéal et faire de la boucherie mais plus quoi du coup. Un soldat plus pour devenir une boucherie plus. Vous voyez le tableau. Sauf que notre héros, qui est en réalité une héroïne, elle en a marre de tout ça. Elle en peut plus. Du coup, elle fait tout. Elle n'a pas de don, mais elle fait tout pour gravir les échelons. Elle y arrive. Elle franchit la cité impériale légalement par sa force brute. Et elle intègre la garde d'un prince. D'un des 4 princes. Avec pour but de se venger de ce monde de brutes, de se venger de ce monde de misère et d'en venir à bout de tout ça. Et il y a plein de révélations, et il y a plein de choses, et il y a plein de trucs moches, et qui se passent pas comme elle le prévoyait de base. Et ça m'obsède. Et ça va être long jusqu'au 1er avril d'attendre. Voilà. Aux éditions Akata, 4 tomes en cours au Japon, prévu pour juin 2026, un petit saut dans le temps, est prévu le manga suivant, Konokoi wo Oshi ni wa Negawanai,
C'est une œuvre mais si belle, l'histoire elle est belle, le dessin il est magnifique. Mais il y a un mais l'histoire est aussi belle qu'elle est déprimante. C'est l'histoire d'un triangle amoureux entre Fuyuki qui est folle amoureux depuis sa putain d'enfance, de son amie d'enfance Ellie, qui Ellie sort avec leur autre amie d'enfance aux deux là, je sais plus le nom mais le mec. Et c'est ça, et c'est à la fois une romance qui est tellement pure parce que Fuyuki, ses sentiments sont purs. Fuyuki, elle est tout le temps là pour Ellie, elle est folle amoureuse d'elle, elle ferait vraiment tout pour Ellie. Et les gens autour d'elle le savent. Quand il y a une situation où ils ont prévu des choses et que d'un coup elle reçoit un message de Ellie, elle ira accourir aux côtés de Ellie pour être auprès de Ellie. Ellie et Fuyuki font tout ensemble et c'est si beau, c'est si touchant, c'est si pur. C'est si doux, c'est vraiment son premier amour et qui ne cesse de croître. Plus les jours passent, plus les années passent. Et c'est d'autant plus douloureux qu'elle se mette à sortir avec d'autres garçons parce qu'elle est attirée par les garçons et pas par les filles. Et elle ne se rend pas compte de l'amour que Fuyuki porte pour elle. Et c'est d'autant plus douloureux parce que du coup Fuyuki, elle préfère ne rien dire pour rester à ses côtés. Et c'est juste déprimant. Alors rien que pour le dessin, j'ai envie de continuer à lire, mais c'est juste parce que c'est ultra beau. L'histoire, elle est belle en soi, bien que déprimante, mais c'est tellement beau visuellement parlant, c'est tellement agréable à lire, que ce serait la seule raison qui me pousserait à continuer à lire. Je ne l'achèterai pas pour autant, mais si jamais elle apparaît à la bibliothèque, ou par exemple, je vous l'ai dit, en dématérialisé, je prends. Sinon, tant pis. Le 24 juin 2026, c'est la deuxième œuvre que je vous avais annoncée, qui va paraître sous Kaze. Il s'appelle Ayashi Iyashi no Yakumo-san. Kaze de Tamankour. Ce manga-là déjà m'a frappé visuellement dans le sens où il ressemble à, et j'ai plus le nom, She Wasn't a Guy. C'est une œuvre qui est très colorée, pareil, c'est New Gen, j'aime beaucoup. C'est pas un manga que j'avais lu, mais je sais que déjà toutes les tranches sont plus ou moins vertes dans tout le manga. Dans ce manga-là également, il y a des couleurs vert, bleu et ça change par rapport au chapitre, ça change d'un chapitre à l'autre. Et je trouve que ça change. Honnêtement, c'est la première fois que je lis un manga comme ça personnellement. Je trouve que ça change. De quoi ça parle? On suit une fille qui passe tous les jours par la même rue, tous les jours devant le même restaurant pour aller au travail. Et tous les jours devant ce restaurant-là, il y a un beau gosse. Il y a un beau gosse et son crush depuis des années, mais elle n'arrive pas à se confesser. Du coup, chaque jour, elle passe devant, elle le salue, comment ça va, il parle du tout beau temps, et elle continue son chemin, elle va travailler. Mais c'est un petit peu son petit quotidien, son petit rafraîchissement du matin, on va dire, qui lui met du baume au cœur et qui l'encourage à continuer sa journée. Mais elle a un crush sur lui et elle n'ose pas le lui dire. Ce gars-là, il a une particularité d'être, en plus d'être un beau gosse, mais beau gosse à l'image de... C'est sûr c'est un don Juan, c'est sûr qu'il flirte, c'est sûr qu'il c'est un homme à femme, c'est sûr, c'est sûr. Mais en réalité, ce n'est qu'une façade. Parce que lui, en amour, c'est plutôt cutchy. Et il est ultra timide, ultra pur. Et à chaque fois, il est en mode... Dim, où, télu, genre... Asukashi, genre... Timide. Je cherche le mot timide. Oulala. Et c'est en ça que c'est rafraîchissant parce que du coup on parle d'un potentiellement Don Juan qui flirte tout le temps. Ah en fait c'est le mec le plus pur de l'univers. Mais vraiment. Et j'ai oublié de vous préciser que pour un beau gosse il est vraiment BG et en plus genre kimono japonais masculin tous les matins parce qu'il travaille dans un restaurant japonais avec sa pipe à l'ancienne vintage on va dire japonaise et ça lui donne un certain look, un certain charisme que l'héroïne n'a pas pu faire autrement que de tomber sous son charme, tout simplement. Donc c'est ça, globalement, c'est leur interaction le matin et le dénouement, s'il y en a un jour, je vous en dis pas plus, mais c'est une petite romance comme ça, très colorée comme je vous ai dit, et qui moi ça m'a très séduite. Je parle pas du BG, hein, je vous parle vraiment de l'œuvre et de la qualité d'œuvre colorée en tant que telle, hein, je vous jure, si. Donc il y a ça, c'est assez rafraîchissant, c'est assez doux et j'aime beaucoup. Je crois que de base même c'était un webtoon, enfin manga style webtoon, plutôt que manga
papier au Japon. Webtoon notamment parce que à chaque début de chapitres qui sont déjà très 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 courts, ça fait genre vraiment 5-6 pages, c'est vraiment une petite compilation de pages. À chaque début de chapitre qui sont courts, je le répète, elle répète à chaque fois, attendez je vais mettre parce que c'est un peu long, elle répète toujours: le gars qui travaille au restaurant devant lequel je passe tous les jours a des allures de Don Juan, qui joue avec les filles, qui flirte, mais ça fait 3 ans que j'ai un crush sur lui. Et tous les jours, chaque début de chapitre commence comme ça. C'est un peu comme The Ice Guy and the Cool Girl, où à chaque début de chapitre, il répète que machin c'est le descendant de la femme des neiges. Voilà, et à chaque début de chapitre. Sauf que là c'est long pour des chapitres très courts. Donc j'avoue que même moi là c'est un peu frustrant. C'est un peu... on souffle, mais globalement ça va. Quand on arrive à aller au-delà de ça, donc tout dépendra du prix pour celui-là je pense, mais il me tente bien. Très honnêtement, il me tente plutôt bien même. Les 2 prochaines œuvres et les 2 dernières œuvres sont des œuvres qui ont été annoncées pour 2026. Donc globalement 2026, mais pour quand exactement, on ne sait pas. Et la première œuvre de 2026, qui elle aussi a fait beaucoup parler, et quand elle a été annoncée, tout le monde était en mode oh, très trop hypé, ça m'a tiqué ma curiosité. Je suis allée voir le résumé, et comment j'ai compris le résumé, la fille qui se veut être, enfin qui a la réputation d'être la plus belle fille du lycée, qui cherche le mec parfait. C'est comme ça que j'ai compris. Et le mec parfait, il est là, potentiellement. C'est le vice-président des conseils des élèves, dont elle est la présidente. Donc déjà, ça matche beaucoup. Tous les deux sont belles gueules, tous les deux sont BG de ouf. Et tout fait que c'est potentiellement le petit ami idéal. C'est comme ça que je l'avais compris. Donc 2 personnes imbues d'eux-mêmes, narcissiques, manipulateurs, qui ont une grosse part d'ombre entre eux, parce que visiblement ça se joue entre eux, de ce que j'ai compris, entre image jolie et intérieur moins joli. I don't know. Du coup, c'est avec beaucoup de a priori que j'ai commencé à lire, et le premier chapitre m'a plutôt bien convaincue en réalité. Je dirais en plus très convaincue en réalité. Du coup, j'ai lu le deuxième chapitre et oui, ça... Alors, souci de temps. Souci de temps globalement, parce que il faut que je me dépêche de filmer cette vidéo, de l'éditer avant de partir en vacances, parce que je suis pas là pendant 10 jours. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai en pleine vacances justement. Et par ce souci-là, je n'ai pas pu tout lire. Je voulais lire plus, mais je me suis arrêtée aux 2 chapitres qui sont vraiment plus introductifs à l'univers du manga qu'à l'histoire du manga lui-même. Donc je me suis arrêtée là avec ce côté, oui, je suis convaincue. Et j'ai très envie de lire la suite. Sachez-le. Sachez-le, oui, la hype est ok, pour 2 chapitres en tout cas. Mais il faudrait que j'en lise plus, parce que sur le long terme, est-ce que ça vaut le coup ou non? Est-ce que ça va pas finir être trop redondant? Vous savez, la règle des 3, lire les 3 premiers tomes d'un manga pour être sûr si on aime réellement. En tout cas, là, je me sens convaincue avec 2 chapitres. Déjà. Mais là, en tout cas, concrètement, ça a l'air de partir sur du Love is War, mais un peu plus mignon, un peu plus joli, un peu moins con-con. Je disais que Love is War, j'avais plutôt bien aimé. Là, je suis plus convaincue par ça que par Love is War. Pour vous dire. Donc, on attend Fall in Love You, False Angel in 2026. En 2026, c'est 5 tomes, toujours en cours au Japon, aux éditions Pika. Et le dernier manga qui s'appelle Miyonona no Motoni. C'est un manga, petite parenthèse. Premièrement, vous savez que j'aime beaucoup juger un manga à sa couverture, et en l'occurrence là, il me faisait vraiment beaucoup d'œil. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si, j'avais fait une vidéo, j'achète les mangas que Amazon Japan me recommande. Et dans l'optique de faire un épisode 2, qui n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, je ne sais pas si j'en ferai un jour ou non. C'est un petit budget, mine de rien. Mais j'aimerais beaucoup faire un épisode 2, et donc de temps en temps je regarde un petit peu ce que Amazon Japan me recommande, et là il me recommandait celui-ci, et donc j'ai regardé la couverture, ça m'a plu, et dites-vous que je l'avais même ajouté dans mon panier,
Et j'ai jamais réellement sauté le pas, je les ai jamais achetés. Et j'ai bien fait d'attendre, mine de rien, parce que maintenant ils vont sortir en français. Et celui-là, très sympa. Donc il va sortir aux éditions Nobinobi en 2026, on ne sait pas exactement quand. C'est 7 tomes terminés. Donc oui, dans le panier Amazon Japan, j'avais mis l'intégrale et j'avais mis l'intégrale. De quoi ça parle? Vous vous doutez donc avec cette couverture qu'on va parler de sirènes. Et effectivement, vous n'avez pas tort. Nous sommes dans un monde où il y a des humains, où il y a des utilisateurs de magie, comme ils appellent ça, pas des magiciens, des gens qui utilisent la magie. Et dans ce monde-là, il y a aussi des fées, des orques, des sirènes, des anges, plein de choses. Il y a de tout. Et dans ce monde-là, il y a un royaume où naît une princesse. Et cette princesse, née de parents humains, se voit être en réalité non pas une humaine, mais une sirène. Et on parle d'un monde où, encore une fois, comme la plupart du temps, quand il y a de la magie dans un univers comme ça avec des humains, les humains, c'est crétins, ont peur des utilisateurs de magie, de ce qu'ils pourraient subir, de se faire écraser par eux. Et du coup, il y a guerre et que du coup, c'est expulsion et puis séparation, machin et tout. Donc vous vous doutez bien que naître en tant que sirène dans un monde d'humains comme ça, c'est pas forcément la meilleure chose à faire et c'est pas forcément la meilleure vie que cette petite princesse va avoir parce que son père, il est juste dans le total déni. Il ne veut pas la voir sirène, il veut la voir humaine. Du coup, il va la forcer à vivre comme une humaine. T'as une queue, mais tu te démerdes. Tu marches comme tout le monde. Ce genre de bail-là. Ou à lui donner des médicaments pour qu'elle se transforme en humaine le plus possible ou du moins de réduire au maximum son existence de sirène pour qu'il n'y ait que le côté humain qui persiste. C'est pas une vie très simple pour elle, c'est des remontrances, des ferme ta bouche, sois jolie, reste humaine, sois pas sirène, nanana, alors que c'est ses gènes, c'est sa nature. Et l'histoire commence parce que son super papa a eu la brillante idée de la fiancer à un prince voisin sans même lui dire que c'est une sirène, sa fille. Oui, parce qu'il est dans le déni, pour lui c'est une humaine. Point. Elle a qu'à prendre ses cache-tocs et être humaine. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, là aussi, c'est une rencontre qui va bousculer beaucoup de choses, qui va changer beaucoup de choses, pour le meilleur comme pour le pire. Je n'en sais pas plus parce que j'ai lu que les quelques premiers chapitres. Mais comme je vous dis, je juge les mangas par leur couverture et là, je pense que j'avais un bon filon. J'avais un bon... Merci Amazon Japan encore une fois d'avoir recommandé une bonne œuvre qui s'est pas gourée pour le coup. Et c'est une œuvre que je vais acheter. Vous savez déjà que j'adore l'univers, le folklore sous-marin, l'univers des sirènes. Et là, ça va être tout pour me plaire. Et effectivement, ça a tout pour me plaire. On est moins sur quelque chose de mature, on est moins dans le josei, ce à quoi je m'attendais. On est plus sur un shoujo manga, sur une petite romance. On se rapproche plus du piti pitch sans être du piti pitch. Parce qu'il n'y a pas le côté magical girl. Mais en soi, on en est vraiment pas loin. Et franchement, moi ça me déplaît pas. Pourquoi pas? En tout cas, je compte l'acheter. C'est pas vous qui m'arrêterez. Voilà, c'est tout. C'était long. J'ai eu beaucoup de pauses. J'ai dû beaucoup changer de batterie de ma caméra pour pouvoir filmer jusqu'au bout. Mais c'est chose faite. C'est les sorties de 2026. Tout bonnement que j'ai lu pour vous, que je vous ai présenté à l'instant. Et comme je vous ai dit, Kazé qui a sorti son planning 2026, j'ai pas pu tout lire, mais j'aimerais bien potentiellement faire un deuxième épisode où je lis les autres œuvres qui ont été annoncées par Kazé et d'autres choses parce que là je filme la vidéo, mais encore ce matin, alors que je venais de finir le script, il y a eu d'autres annonces de manga et il y en a depuis tous ces derniers jours et je n'ai pas pu tout lire malheureusement. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous voulez pas un deuxième épisode parce que je serais trop chaud d'en lire plus, de faire plus, de découvrir plus de choses, de vous parler de plus de choses encore. Dites-moi si ça vous intéresserait un deuxième épisode. Manifestez-vous en commentaire et en like et en boost parce que maintenant il y a des boosts si vous voulez un deuxième épisode et si vous avez aimé cette vidéo qui a été très longue en préparation. Je vous ai dit j'ai commencé mi-octobre pour la filmer et finir ce matin mi-décembre parce que j'ai rajouté encore des mangas entre temps. Ce fut un long processus. Donc s'il vous plaît, soutenez-moi aussi en commentaire, des boosts et faites
s'il vous plaît, parce que c'était vraiment un long travail et je pense que ça va être la plus longue vidéo de ma chaîne. En tout cas, pour moi, c'était le plus gros projet de cette année. En tout cas, dans l'immédiat, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont les œuvres parmi toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui qui vous intéressent le plus, que vous attendez le plus. Est-ce qu'il y a, si jamais on fait un épisode 2, des mangas qui ont été cités entre-temps ou que j'ai peut-être oublié ou zappé, des mangas que vous savez qui vont sortir, que vous attendez, dites-le moi également en commentaire. C'était donc la dernière vidéo de 2025 de moi pour vous. Merci beaucoup. Merci pour cette année passée avec moi. Merci pour votre soutien. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit ici en commentaire. Merci pour tout. Tout simplement, j'ai repris cette chaîne manga sérieusement en janvier 2025 de cette année du coup. Et je m'attendais pas à avoir autant de retours. Je m'attendais pas à avoir autant de gens qui me suivent là fin 2025. Je m'attendais pas à toucher autant de gens et ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour tous vos messages de bienveillance. Je sais pas si vous réalisez, mais globalement, chacune de mes vidéos ont un taux de like et de dislike de 100% de like. C'est rare les dislikes, c'est rare les gens qui n'aiment pas mon contenu. Et je suis pas prête à avoir des haters un jour, j'espère ne pas en avoir. Mais dans l'immédiat, la direction qu'on prend, vous et moi, jusqu'à présent, c'est que du positif, c'est que des likes, c'est que des messages positifs, c'est que des encouragements, c'est que des doux et gentils messages et ça me touche énormément. Et je suis très émotive, du coup je vais essayer de stopper là. Juste merci beaucoup pour pas pleurer, parce que ça me touche énormément. Je suis vraiment contente d'avoir des gens avec qui parler de manga, avec qui partager. J'ai fait d'incroyables rencontres cette année, grâce à vous, grâce à YouTube, des libraires, Manga Club. J'ai voyagé à Paris et vous avez beaucoup aimé cette vidéo notamment, ou de mes vlogs achats à Paris. Merci pour tout. Je pensais pas toucher autant de monde et ça me touche énormément. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes, un joyeux Noël, un joyeux Nouvel An, que vous passiez seul avec des copains ou en famille. J'espère que vous êtes dans une safe place. Dans tous les cas, mes DMs sont toujours ouverts si jamais vous avez besoin de parler dans quoi que ce soit. En plus, l'hiver en général, ça tend à la déprime, donc n'hésitez pas. Je fais des vidéos pour chiller, je fais du feel good. Parce que moi aussi, j'ai besoin de feel good. Nous avons tous besoin de feel good. Et pas du feel sad comme cette œuvre-là. Bref, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vous souhaite une bonne année, beaucoup de bonnes choses. Je vous dis à l'année prochaine. Et来年もよろしくお願いします。Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup pour cette année. Bisous. L'année prochaine. Je sais pas, j'ai pas envie de terminer la vidéo, mais je suis obligée. Ah, bisous. Merci beaucoup. Merci.